Bonjour, alors bienvenue à ce nouveau midi-conférence du Musée régional de Rimouski. Je me présente, je m'appelle Ève de Gary-Lamanque, je suis conservatrice de l'art contemporain. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir en fait avec le co-commissaire de l'exposition, le graphisme. Ça bouge. Le design graphique, pardon, ça bouge. Une super exposition qui a été réalisée et mise en circulation par le Centre de design de l'UQAM. Alors, monsieur le co-commissaire Louis-Charles Lagny, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler de cette super exposition. Mais avant qu'on aille dans le vif du sujet, voici quelques images de l'expo. Alors, fantastique. Encore merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, dites-moi, avant qu'on parle de cette super expo qu'on a tout l'été au Musée régional de Rimouski, pouvez-vous vous présenter, M. Lagny? Alors, Louis-Charles Lagny, professeur à l'École de design à Montréal. Dans ce projet-là, au début, j'étais plutôt attitré à la scénographie avec Marc Chocot, qui est le commissaire principal de cette expo-là. Et le projet a pris de l'ampleur pour donner le projet que vous allez pouvoir visiter, j'espère. Et donc, on a partagé un peu les tâches aussi de commissariat. Donc, c'est vraiment un projet global avec plusieurs intervenants, là. Donc, c'est vraiment le centre de design de l'UQAM qui, avec Marc Chocot, a initié ce projet-là. Donc, c'est super parce que justement, vous aviez une super grosse équipe quand même avec qui travailler là, sur ce projet-là. L'équipe n'était pas très grande. Le centre de design, il y a Louise Pelletier qui est la directrice depuis quelques temps. Il y a une équipe chevronnée de designers qui sont là, mais ils sont 2, 3 avec la coordination. C'est quand même des petites équipes. Là où vous avez raison de dire qu'on avait une grande équipe, c'est que le projet est né en fait a été une extension, si on peut dire, d'un projet de Marc Chocot. Marc a été été professeur, ensuite chargé de cours à l'école, et il a donné un cours, entre autres, très apprécié, qui s'appelait Design et culture. Et donc, vous savez, il y a 15 semestres à peu près dans un trimestre, là, dans un semestre universitaire. Marc invitait au-delà de 25, 30, presque une trentaine de différents praticiens en design graphique pour venir rencontrer les étudiants. Donc, lui, il a toujours un amour pour l'affiche, donc il parlait de ça, il parlait d'un contexte historique, mais les étudiants avaient en complément à ça la chance de rencontrer des praticiens qui étaient actifs au moment même. Et Marc a toujours eu le souci de regarder large, de ne pas regarder seulement vers peut-être les formes plus traditionnelles du design graphique qu'on connaît, soit publicité d'un côté, l'édition de l'autre, bien sûr l'affiche est là, mais des timbres, les jeux vidéo et tout ça. Il a suivi dans les 10 ans de donner ce cours-là, l'évolution de la discipline. Et quand est venu le moment d'arrêter de donner ce cours-là, il s'est dit comment célébrer ça? C'est d'aller vers ces gens-là. Donc, il y avait, oui, cette équipe élargie-là de tous les gens que les étudiants avaient rencontrés au fil des ans, que Marc avait créé, avait les liens d'amitié, des fois même avec ces personnes-là. Et c'est ça qui a créé la base de l'exposition qui est présentée chez vous là, en ce moment. Fantastique. Oui, à ce moment-là, donc, si je comprends bien, l'exposition venait faire un peu comme pas vraiment une exposition bilan, mais c'était peut-être les bons coups au fil des rencontres dans le cadre du cours graphisme et culture. Oui. Oui, tout à fait. Et donc, c'est ça, faut le dire, hein, c'est pas une exposition historique qui essaie de. C'est plus comme un instantané de ce qui se fait à Montréal en ce moment, dans toute sa diversité. Et vous allez voir. Donc, c'est un projet il y a l'exposition que vous allez pouvoir. Il y a aussi une publication qui accompagne cette exposition-là. Pour l'expo, on a choisi de parler. Vous voyez le livre ici. Le livre est organisé selon les agences. Il y a au-dessus de 53 agences qui ont contribué. Donc, c'est comment je pourrais dire, la colonne vertébrale de la publication, c'est les agences. Pour l'exposition que vous allez voir, c'est les projets.
Donc, on n'est pas là pour valoriser une agence ou une autre, on est vraiment là pour parler de projets. Probablement des choses que même vous avez déjà vues, hein, parce que le design graphique, il est partout autour de nous. Vous avez des projets de signalétique, il y a des timbres, il y a de la publicité que vous voyez, soit imprimée ou ailleurs. Donc, c'est assez particulier de faire une expo où on vous dit, ben oui, vous connaissez beaucoup des choses qui sont là. L'objectif, c'est de les mettre ensemble, puis de les faire dialoguer différemment que dans le quotidien pour finalement peut-être le voir, le design graphique, parce que je ne sais pas si on le voit, hein, on le perçoit, on le vit hein, dans notre quotidien souvent, et il faut en être très, très fier au Québec parce que, ben, bon, il y a beaucoup de firmes de Montréal, de Québec et d'ailleurs qui sont, comme je le disais, à peu près 53 firmes. Il y aurait pu en avoir beaucoup. Hein. C'est un projet qui s'est fait très rapidement avec les énergies vives qui étaient en place. Il y a ce projet-là qui s'est fait. Puis je pense que Marc a gardé, comme je le disais, la volonté d'être représentatif de la diversité de ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les designers d'ici travaillent ailleurs aussi. Il y a des projets de Hermès dans ça comme client. Il y a Samsung qui est un autre client. Donc, cette créativité-là, il faut en être fier parce qu'on la vit hein, beaucoup. On avait parlé, entre autres, d'emballage. Hein. Si vous aimez le gin, hein, il y a comme un âge d'or peut-être au Québec en ce moment, des belles choses qui se font. Oui, on peut peut-être montrer un projet d'ailleurs. Ouais. Je pense que peut-être les images, il y a une vodka qui en est un. Je pense que le prochain est un gin très carré. Ben, vous le savez, il y a un engouement hein, pour ces produits-là et il y a un projet graphique qui est très, très, très fort qui accompagne ça. C'est bien de le voir pour ce qu'il est. Mais en même temps, c'est bien que le design graphique disparaisse dans notre quotidien parce que ça veut dire qu'il atteint ses objectifs, il nous dirige, il nous informe, il nous divertit jusqu'à un certain point. On a remarqué avec Marc en regardant la sélection, là, on avait choisi à peu près 70 projets initialement pour l'exposition qui a eu lieu ici au Centre de design parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une exposition itinérante. Elle a été conçue comme ça dès le départ. Pour nous, c'était vraiment important, puis je suis vraiment content d'être là avec vous aujourd'hui. Bon, j'aurais aimé ça à Rimouski encore plus, mais l'expo est allée à Rouyn-Noranda et elle se dirige, là, on n'a pas la confirmation absolue, mais on se dirige probablement en octobre vers Paris. Alors, les vœux qu'on avait que cette exposition-là voyage et parle de ça, ben, ils commencent à être réalité. Donc ça, je pense que c'est un aspect aussi là, vraiment, vraiment important du projet. C'est assez particulier parce que là, vous me dites finalement que l'exposition, elle nous présente pas des originaux. Hein? Je pense qu'on en avait parlé. Nous, on s'est rencontrés d'avance hier aussi, il faut le dire, là, pour ceux qui se joignent à nous maintenant. C'est pas des originaux, mais ça nous permet de voir l'envers du décor. Parce que, bon, vous dites, OK, c'est bien on vit, on est entouré d'art graphique, c'est bien de les oublier, mais c'est bien aussi de les reconnaître puis de les apprécier parce qu'en fait, c'est un peu comme un réalisateur ou un cadreur au cinéma. On oublie le travail du cinéaste. C'est sa vision qu'on voit, c'est lui qui cadre tout ce qu'on voit, notre réflexion sur le sujet, etc., etc. Même le documentaire n'est jamais complètement objectif. C'est ça, je pense, aussi qu'on découvre quand on visite l'exposition, le design graphique, ça bouge. Oui, ben, j'espère, oui, que c'est ça. Hein. On a parlé beaucoup de diversité, mais on a parlé, je pense que quelqu'un qui va venir va comprendre aussi qu'il y a tout un enjeu en termes de méthode aussi. Hein. Quand on parle, par exemple, il y avait, on a parlé brièvement hier de Énergir, hein, Gaz Métro qui s'est transformé en Énergir. Il y a un projet graphique qui accompagne ça, bien sûr, mais il y a un projet culturel aussi à l'interne. Il y a un projet institutionnel avant tout. On ne change pas le nom d'une grande entreprise comme ça facilement. Ça implique beaucoup, beaucoup de coûts. Alors, il faut se poser la question pourquoi on le fait. On le fait pas juste pour être à la mode. Hein. On le fait pour être représentatif de son temps. Puis, dans le cas d'Énergir et de d'autres belles campagnes qui ont été faites au Québec sur des images de marque, c'est de créer une espèce de synergie au cœur même des entreprises, que les gens qui y travaillent voient quelque chose qui leur ressemble et à laquelle ils ont envie de contribuer. Puis ça se décline dans toutes sortes de choses. Et idéalement, vous allez voir les publicités, peut-être que vous êtes même client d'Énergir, vous allez recevoir la facture, puis il va y avoir une constance là.
Fait que cette constance-là dans le signal, puis la richesse du signal, le message que ça envoie, c'est « Ah, ils sont compétents, je suis capable de leur faire confiance. » Et dans ce cas-ci, il y a eu vraiment une très, très belle synergie là, entre les designers puis cette entité-là pour créer cette nouvelle culture, je dirais, un peu autour du projet. Puis c'est vraiment le fun d'avoir accès comme ça à l'envers du décor parce que justement, quand on voit la nouvelle image d'Énergir, quand on voit la nouvelle image de Radio-Canada, parce qu'on en parle aussi dans l'exposition, là, on a ici Télé, ici Tout.tv, etc., ben, en fait, on ne sait pas nécessairement qui a travaillé là-dessus. Ça nous est présenté tout fait. C'est pas justement comme un artiste visuel où est-ce qu'on a accès au nom de l'artiste ou au nom du créateur. Là, je pense que cette expo, ça nous permet vraiment de découvrir ou de redécouvrir ces différentes firmes, les individus qui réfléchissent à tout ça. Puis dites-moi, un projet important, là, justement, comme celui d'Énergir, c'est à quel moment d'habitude que le designer graphique ou l'équipe de graphisme va se mettre à travailler avec l'entreprise qui est le client? Je ne pourrais pas parler spécifiquement de celui-là. Mon intuition, des firmes comme Cossette, qui ont une longue expertise en graphisme, en communication, en stratégie aussi. Il faudrait leur poser la question. Il faudrait que vous fassiez une autre. Là. Nous, on a peu de temps aujourd'hui. Il faudrait leur poser la question. Mon intuition, c'est qu'ils ont été impliqués au tout début. Parce qu'il y a même un changement de nom. Il y a eu c'est pas juste est-ce qu'on garde le même nom, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une stratégie. Quelle forme ça peut prendre? J'ai l'impression que, et je pense que c'est souvent un signe de nouvelles, il y a des nouvelles pratiques, on dirait, d'inclure de plus en plus tôt dans le processus les designers parce qu'ils ont cette capacité-là de voir à travers le projet. On peut planifier, on peut faire un bilan financier, on peut faire toutes ces choses-là, mais quand un designer graphique regarde ça, il voit autre chose. Et ça peut vraiment aider, je pense, les grandes corporations comme Ikea ou Apple et tout ça. Le design, il n'est pas quelque chose qu'on rajoute à la toute fin. C'est quelque chose qui est même au tout début des projets, même qui initie des projets. On peut donner un exemple. À Montréal, on a eu Expo 67 qui a fait comme école. Ça a été considéré comme une des belles expositions universelles. Bon, les expos, avec la mondialisation, les expos se sont transformées, mais il faut savoir qu'Expo 67, à la tête de toute l'équipe, il y avait des architectes et des designers qui étaient là, pas seulement à la fin des producteurs, mais des gens qui réfléchissaient au projet dès le départ avec cette culture-là du design qui a la capacité de prendre en compte de la complexité du monde dans lequel on est. Et c'est là que le design prend vraiment sa place. De ne pas... peut-être que l'ingénieur va regarder les chiffres, pas seulement, mais ça, c'est cet élément-là. Le designer graphique, il va essayer de regarder, oui, les chiffres, oui, la culture, oui, les modes de production, la méthode dans laquelle on va faire des projets pour faire avancer les choses. Ben là, à ce moment-là, on parle d'Expo 67. Oui, c'est en effet un des événements majeurs qu'on pourrait dire qui a mis Montréal puis le Québec sur la map. Ensuite, il y a eu les Jeux olympiques en 76. Puis c'est à ce moment-là, j'imagine qu'on a vu un peu, où on a appris peut-être à découvrir à l'international le côté créatif des Québécois. Parce qu'on sent aussi dans cette expo-là que on fait comme un éventail un peu de tout ce qu'il fait au Québec actuellement. Au début de l'expo, il y a quand même une petite mise en contexte historique. Mais le design graphique, finalement, c'est partout. On le voit, là, vous m'avez parlé de timbres, il y a les publications, il y a les identités visuelles. Là, corrigez-moi pour les termes. Oui, mais il y a ça, là. Il y a ça que vous avez tout le temps dans votre main. Là. Ça, c'est un nouveau défi. L'expo vient un peu, le titre de l'expo vient un peu de ça aussi. Le design graphique bouge maintenant parce qu'il change, il se transforme, mais il est en mouvement. La typographie bouge, les interfaces que vous avez, ça fait partie des choses qui sont vraiment importantes. On voit ici des projections interactives l'hiver dans le cadre du quartier des spectacles. Donc, le design graphique a toute cette forme-là. Je vais peut-être rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, derrière le design, là, l'exposition nous montre un peu l'arrière-scène, puis on voit peut-être moins, c'est moins une personne avec sa signature personnelle. En fait, oui, vous avez raison, mais il y a tous les cas de figure.
dans l'exposition. Je pense que c'est ça qui est intéressant à la fois dans le livre. C'est que il y a des très, très bons illustrateurs. Je pense à quelqu'un comme Benoît Tardif qui travaille avec des restaurateurs ou avec des maisons d'édition. On reconnaît le travail on reconnaît la main de Vallée Duhamel, on peut aussi, hein, ils font de l'animation avec des moyens souvent très, très simples, mais qui deviennent très sophistiqués. On les reconnaît, mais vous allez avoir ça, et vous allez avoir à l'autre extrême l'équipe de la STM à Montréal qui ont refait toute leur signalétique. Alors là, c'est des codes, c'est une rigueur d'acheminer les gens aux bons endroits, mais tout ça fait partie du design graphique, puis je disais qu'il faudrait en être fier. Il y a une excellence dans chacune de ces choses-là. Moi, je vous avoue que ça, c'est un des éléments. Là. Quand on visite l'exposition, justement, on passe du packaging à la signalisation, au design d'expo. Oui, il y a ces éléments-là, bien sûr, que je suis bien consciente, bon, personnellement, puis je pense qu'on l'est aussi collectivement, que bon, il y a un travail de collaboration avec des graphistes pour à peu près tout ce qui nous entoure. Par contre, ce qui est assez fou, justement, c'est de voir à quel point c'est une expertise incroyable, là, dans la mesure où est-ce que je me dis, mais ça n'a pas de bon sens. Pour être designer graphique aujourd'hui, c'est quoi? Il faut faire de la programmation vidéo, de l'animation 3D, faut faire de la télé, faut dessiner, c'est de la typographie. Je veux dire, est-ce qu'on se spécialise quand on est designer graphique à ce moment-là ou est-ce qu'on fait de tout? Si je mets mon chapeau de professeur à l'école de design, c'est certain que l'objectif qu'on a à l'école, spécifiquement, c'est de créer des designers polyvalents et polyvalentes qui, peu importe les changements, vont réussir à trouver leur place. Donc, il faut faire attention de ne pas être trop spécifique à des logiciels ou à des technologies, mais éventuellement. Donc, idéalement, dans un monde parfait, on est capable de réfléchir, on comprend la méthodologie qui est celle du design, on est capable d'avoir la curiosité de découvrir les choses, de faire des collaborations avec des équipes étendues. Mais vous avez raison, à un moment donné, pour se rapprocher des différents médiums, il y a des spécialisations. Il y en a qui deviennent typographes, par exemple, qui font du dessin de caractère. C'est extrêmement pointu. On voit pas tout ce travail-là, mais quand on lit le texte, on le ressent. Il y a de l'animation, il y a de la programmation, il y a tous ces éléments-là qui rentrent là-dedans et ce sont des médiums qui ont leur savoir-faire propre. Alors, il faut trouver cet équilibre-là entre bien comprendre les enjeux, être de bons collaborateurs, puis bien connaître les médiums dans lesquels on est. De plus en plus, le travail se fait en équipe aussi, on se le cachera pas. Le designer, bon, peut-être je parlais de Benoît Tardif, peut-être que lui, il peut travailler peut-être un peu plus, mais même des gens qui sont des illustrateurs avec leur propre griffe travaillent toujours avec d'autres, avec des directeurs artistiques. Il y a des gens qui leur donnent des beaux défis dans leur carrière pour faire ressortir à la fois leur créativité, mais leur regard, leur façon de voir le monde. C'est ça. Je pense que ça, c'est un des enjeux importants, surtout en ce moment avec les changements technologiques qu'on a. Comment on réussit à rester assez polyvalent, mais tout à fait pertinent pour être capable que à la fin, la programmation soit bien faite, qu'il y ait quelque chose qui nous parle comme n'importe quel, je veux pas parler d'artisanat, mais presque, hein, il y a un art craftsmanship qu'on dirait en anglais, ça existe à tous ces niveaux-là, c'est ouais. Dans le travail manuel. Ben, moi, en tout cas, je vous dis, là, c'est sûr, je reviens tout le temps, là, mais c'est parce que je trouve ça assez étonnant, en fait, de voir à quel point la pratique du designer graphique aujourd'hui, puis en fait, cette discipline-là, c'est très multidisciplinaire, finalement. Tu sais, à ce niveau-là, je pense, de la manière de comprendre, peut-être, du moins pour moi, là, cette discipline, puis cette façon d'aborder le monde, puis de présenter différents concepts, je trouve que ça s'approche quand même pas mal de la façon de travailler de l'artiste visuel en art actuel. Parce que de plus en plus, en art actuel, on voit justement un certain démantèlement des disciplines. Là. Il y a une porosité, il y a un échange incroyable. Puis, à ce niveau-là, je trouve ça extrêmement riche. Puis, je me rends compte aussi qu'il y a des enjeux sociaux super intéressants parce que, bien sûr, quand on est designer graphique, on doit travailler avec différents clients. Puis, un projet que j'ai trouvé fascinant quand vous m'en avez parlé hier, c'était celui d'Air Inuit. Tout à fait.
Oui, on peut en parler un tout petit peu, peut-être regarder certaines images. Donc, Air Inuit, c'est FI d'un bureau de Montréal qui a eu avec toute une équipe, qui a eu la responsabilité de réfléchir à l'image, de l'image de marque de Air Inuit. Puis, bon, vous aurez compris par les images qu'une image de marque, c'est pas seulement un logo, hein, c'est une partie, mais là, vous avez vu. Là, on voit, il y a même une police de caractère qui a été développée, incluant en Innu pour réussir à développer ça. Ça va vous le voyez à l'écran, là, ça va de l'habitacle de l'avion, les billets, toute la correspondance. Et je pense que l'élément très, très fort, c'était, vous l'avez vu au début, l'habillage des avions aussi. Alors ça, c'est vraiment... Et c'est assez exceptionnel. Il y a même des prix internationaux. Ils appellent ça comment ils appellent ça encore dans le monde de l'aviation? Il y a un terme très, très spécifique pour l'habillage des coquilles comme ça. Et il y a toute une culture des gens qui étudient ça. Alors, Phil est arrivé avec un autre regard complètement. On a une compagnie quand même de haute technologie, hein, des pilotes chevronnés. Et là, ils arrivent avec un projet d'illustration tout doux, hein, les oies, le voyage de l'oie à l'intérieur de ça, puis qui est comme un très, très beau motif qui vient distinguer ce projet-là. Donc, l'illustration, la typographie, l'ensemble des déclinaisons. Et on en a parlé brièvement hier, mais il y a quelque chose, puis ce qui serait vraiment génial, c'est que vous ayez la chance d'en parler avec Raphaël et Anouk, qui sont les deux principales de Air Inuit, mais à ma grande surprise, quand ils m'en ont parlé, ils en ont parlé dans le cadre d'un cours, ils ont dit, ce qu'on a vraiment aimé, c'est que c'est une coopérative, Air Inuit, hein, c'est une espèce d'entité assez particulière. Ils ont toujours eu de la misère parce que le mot air, dépendamment en Innu, différentes façons de l'écrire, puis différentes allégeances à différentes écritures, ça a toujours été un problème. Et ça déstabilisait beaucoup l'identité graphique. Alors, eux, ils ont décidé de ne pas traduire le mot R. Si vous regardez le logo, c'est écrit R, puis là, il y a Inuit avec l'alphabet Innu et l'alphabet latin. Alors, ils ont, avec ça, c'est tout simple, mais ça a comme défait un nœud qui était très, très particulier. Fait que là, on s'imagine le designer graphique choisir les couleurs, choisir les typos, mais là, ce choix-là a réussi à créer comment je pourrais dire, on parlait avec énergie quand on fait ces changements-là, pas seulement à l'externe, c'est à l'interne aussi, le sentiment d'appartenance. Je pense qu'ils ont réussi à faire ça. C'est ça, ça permet justement de rejoindre les différentes communautés. Donc, il n'y a plus à se casser la tête ou à dire « Ah, on sait bien, Air Inuit est privilégié tel groupe plutôt qu'un autre. » Exactement. Telle population plutôt qu'une autre. Je pense qu'Anouk et Raphaël pourraient vous en parler de façon beaucoup plus éloquente que je le fais aujourd'hui. C'est un projet complexe, mais oui, c'est un très, très beau, c'est un très beau projet. Mais justement, c'est incroyable de voir puis d'avoir l'occasion de réfléchir à tout ce travail aussi derrière le projet. Puis je pense que c'est ça que nous permet la visite de l'exposition, c'est-à-dire qu'on voit, oui, le projet parfois qu'on reconnaît, en effet, hein, parce qu'on l'a vu. Il y a par exemple le générique de début de Tout le monde en parle, qui est présenté dans le cadre de l'expo. Il y a du gin, des produits qu'on a peut-être vus à la SAQ, des vidéos qu'on a peut-être vues à la télé, des pochettes de livres qu'on a peut-être à la maison aussi, ou qu'on a vues à la bibliothèque. Puis, c'est vraiment de voir un peu le travail, avoir un aperçu sur le travail de réflexion derrière tout ce travail-là. Voir les différents types d'expertise. On a l'impression presque pas nécessairement de participer au brainstorm, mais on a plus la possibilité de se l'imaginer. Oui. Ben, en fait, on a parlé de l'expo qui est orchestrée autour des projets. On a parlé du livre qui est orchestré au lieu plutôt des agences. Mais il y a une troisième composante que vous présentez. Il y a une collaboration. Il y a 3 capsules qui s'appellent Montréal Design. Où la fabrique culturelle s'est penchée, a rencontré des créateurs. Fait que là, on voit tout un autre aspect. Quand on l'a installé ici à Montréal, c'était une grande projection au fond de la salle et c'était un peu notre guide. On entendait en sourdine des créateurs qui parlaient de comment ils travaillent. Alors ça a été vraiment chouette. On voulait on voulait entendre la voix des designers et on savait pas comment le faire. Et là, il y a eu cette opportunité-là de travailler avec la fabrique culturelle. Et ça, vous pouvez aller voir les vidéos en ligne aussi. Puis je pense que vous les avez dans votre expo aussi là, chez vous. Alors ça c'est une troisième composante qui est assez importante
parce que le projet s'est fait tellement rapidement, c'est une espèce de snapshot très, très condensé. Ça serait intéressant de le refaire, de continuer à faire des capsules comme ça. On pourrait en faire encore beaucoup parce que le travail est très, très diversifié puis assez passionnant. Puis on connaît peut-être pas assez, finalement, nos designers graphiques au Québec, n'est-ce pas? Parce que je pense qu'on a quand même, en fait, de toutes disciplines confondues, là, dans le milieu culturel, je pense qu'on a vraiment des créateurs extraordinaires. Oui, oui, qui s'exportent beaucoup. Hein, on voit que ce soit quelqu'un comme Lucie Lacava qui fait des journaux à travers le monde. On parlait de Valérie Duhamel qui ont travaillé avec Hermès, Samsung et d'autres compagnies qu'on a nommées. Le Québec rayonne bien. Il y a des très beaux ambassadeurs à l'intérieur de ça. C'est difficile de... On en a parlé un peu hier. C'est pas une école formelle, hein, c'est pas un langage formel. On dirait que c'est comme une approche au projet hyper ouverte qui est pertinent et qui séduit. Oui, il y a cette curiosité-là, finalement, qui peut-être nous distinguerait, je sais pas trop, ou une ouverture. En tout cas, j'ai l'impression aussi que vous, en fait, à l'UQAM, puis à l'école de design, c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez beaucoup avec vos étudiants, les graphistes de demain, c'est-à-dire toute cette question de l'ouverture, des horizons, sur quelque chose, sur l'altérité aussi peut-être, d'une certaine manière, la curiosité. Oui, donc, si j'avais à vous poser la question, vos étudiants que vous avez aujourd'hui, vous les voyez travailler, vous côtoyez toutes ces firmes qu'on peut découvrir dans l'exposition puis dans la publication, dans 10 ans à peu près, comment vous imaginez, où est-ce qu'on va? Est-ce que c'est plus de l'interactivité? Est-ce qu'il y a une approche? Ben, certainement, hein, les nouveaux médias sont là. Moi, j'espère qu'on va être... on est déjà beaucoup... Il y a des domaines de pratique qui sont bien établis. Moi, j'aimerais ça qu'éventuellement aussi... ben, il y a la signalétique qui s'est développée beaucoup. Hein, comment on dirige les gens. L'emballage, on en a parlé. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse partie d'équipes de recherche aussi, de visualisation pour des données sur le cancer et des choses comme ça. Il y a les designs de ce qu'on appelle le design de service aussi qui se développe, qui est à développer en fait, qui prend l'ensemble de l'expérience. Un peu comme quand on construit une exposition, hein, il y a la communication avant d'aller à l'exposition, il y a le graphisme dans l'expo. Dans le cas de l'expo que vous avez vu, il a fallu qu'on conçoive même un dispositif itinérant qui était capable de créer à la fois un regard global sur la pratique, mais d'être capable d'avoir une certaine intimité avec les projets. Et qu'il y a une empreinte écologique restreinte. Oui, il y a ça aussi, cette dimension-là. Ça, ces défis-là, ils sont là en design graphique aussi, en design d'expo de façon encore plus évidente. Mais non, moi, j'espère que le design graphique va continuer à être un acteur. Vous avez posé la question, quand est-ce qu'on engage un designer graphique? Moi, si j'avais un souhait, c'est que ça soit au début des projets. Vraiment. Et parce que là, on peut vraiment commencer le projet ensemble puis se servir de la culture du projet, hein, qui est comment on essaie quelque chose pour voir si ça va marcher. C'est une façon itérative de travailler. Je pense que ça nous permet là, de répondre aux nouveaux défis qui sont devant nous et de faire face à cette complexité-là qui devient un atout et non une faiblesse. C'est un travail énorme sur la culture, dans le fond, qui est assez intéressant. Où est-ce qu'on va chercher, justement, cette réflexion, puis ce nouveau regard dès le départ, puis on réfléchit ensemble. Ben, c'est extraordinaire d'avoir cette conversation avec vous aujourd'hui, Louis-Charles Lamy. Merci de m'avoir invité. Ben, ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est vous saluer de la part de Marc. Hein. Marc a été l'initiateur de ce projet-là. C'est lui qui était supposé être avec nous aujourd'hui. Alors, on le salue. Je pense que on en a parlé un tout petit peu, mais c'est ça, c'est un très beau projet avec toute l'équipe du Centre. Je me trouve très privilégié de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Puis, ben, peut-être qu'on se croise à Paris pour voir son itération en octobre prochain et ailleurs, si ça peut continuer. Ce serait vraiment extraordinaire, en fait, si cette exposition-là pouvait voyager davantage, puis nous faire découvrir un peu plus, finalement, ces créateurs qu'on a ici. Alors, merci encore. Alors,
Merci à tous et à toutes aussi qui ont participé à ce midi-conférence. Je voulais vous rappeler, avant de quitter, qu'on a plusieurs expositions en cours au Musée régional de Rimouski. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le tout début des expositions des programmes Arts-études en danse et en arts plastiques, expositions qui vont être présentées jusqu'au 6 juin. C'est aussi en fin de semaine votre dernière chance de venir visiter l'exposition collective Tribune qui présente des œuvres de notre collection en art actuel. Et finalement, bien sûr, l'exposition Le design graphique, ça bouge, qui va être présentée tout l'été. Puis, non seulement ça, mais on a réussi à mettre la main sur quelques copies de la publication qui est déjà presque épuisée et très difficile à trouver. Alors, ne manquez pas cette chance, passez à la boutique du musée, venez voir nos expos. Merci encore, Louis-Charles Lanier. Puis on se quitte sur quelques images, en fait, un extrait d'un projet qui a été réalisé par Valérie Duhamel pour Samsung.